Chapitre 2 – Les phénomènes spirites. Monsieur Gustave Le Bon avait pris, en 1908, l'initiative d'une proposition qui semblait péremptoire. Une prime de 2000 francs était offerte aux médiums qui, en pleine lumière, produiraient devant un comité compétent un phénomène de lévitation. Pourquoi stipuler la pleine lumière, puisqu'il est notoire que ce phénomène n'est normalement possible qu'avec une lumière atténuée, la lumière crue exerçant une action dissolvante sur la force psychique. Que dirait-on d'un amateur qui exigerait, pour admettre la photographie, que celle-ci se produisit en pleine lumière, alors que, jusqu'ici, le phénomène requiert l'ombre absolue de la chambre noire? Remarquons que la nuit complète n'est nullement nécessaire pour les lévitations. Une lumière rouge affaiblie sera suffisante pour éliminer tout procédé et toute supposition de fraude. D'ailleurs, combien d'autres phénomènes naturels connus exigent une lumière très atténuée sinon l'obscurité? Le savant impartial observe la loi, la norme d'un phénomène, mais il se garde surtout de prétendre imposer à sa production des conditions a priori. L'effet de soulèvement sans contact, de lévitation de meubles et de personnes, moulage de mains et de visages, ont été observés dans des conditions qui défient toute critique, par des savants français et étrangers. Voir mes livres, dans l'invisible, Spiritisme et médiumnité, Christianisme et spiritisme, nouvelle édition 1920. Des photographies ont été prises, ce qui répond d'une façon très nette à l'objection de la suggestion. La plaque photographique n'est pas sujette aux hallucinations. Très nombreuses sont les expériences dirigées d'une manière rigoureusement scientifique. Citons, par exemple, celle du professeur Bottasi, directeur de l'Institut de physiologie à l'Université de Naples, en mai 1907, assisté du professeur Cardarelli, sénateur, et d'autres savants. Comme, évidemment, les sens peuvent tromper, on se sert d'appareils enregistreurs, qui permettent d'établir non seulement la réalité, l'objectivité du phénomène, mais encore le graphique de la force en action. Voici notamment les mesures prises par le groupe de savants désignés plus haut, Eusapia Palladino servant de médium. À l'extrémité de la salle, derrière un rideau, on dispose à l'avance sur une table. Un cylindre couvert de papier fumé, mobile autour d'un axe. 2. Une balance pèse-lettres. 3. Un métronome électrique Zimmermann. 4. Une touche télégraphique, jointe à un autre signal électrique. 5. Une poire de caoutchouc reliée, au moyen d'un long tuyau, à travers la paroi, avec un manomètre à mercure situé dans la chambre contiguë. Voici, n'est-ce pas, un joli luxe de précautions prises par les savants chercheurs susnommés, précautions qui, vraiment, devaient les assurer qu'ils n'étaient point trompés. C'est dans ces conditions que tous les appareils désignés ont été impressionnés à distance, les mains d'Eusapia étant tenues par 2 des expérimentateurs, et tous les assistants formant cercle autour d'elle. Il y a 30 ans, Eusapia opérait déjà à Milan dans les circonstances suivantes. L'Italia del Popolo, de Milan, publiait, à la date du 18 novembre 1892, un supplément spécial contenant les procès-verbaux de 17 séances tenues dans cette ville. Ce document est signé des noms suivants: Schiaparelli, directeur de l'Observatoire astronomique de Milan, Aksakov, conseiller d'État russe, Broferio, Gerosa, professeur à l'université, Hermacora et G. Finzi, docteur en physique, Charles Richet, professeur à la faculté de médecine de Paris, directeur de la revue scientifique, Lombroso, professeur à la faculté de médecine de Turin. Ces procès-verbaux constatent la production des phénomènes suivants, obtenus dans l'obscurité, les pieds et les mains du médium étant constamment tenus par 2 des assistants. Transport d'objets divers sans contact, chaises, instruments de musique, etc., impression de doigts sur du papier noirci, empreinte de doigts dans l'argile, apparition de mains sur un fond lumineux, apparition de lumière phosphorescente, soulèvement du médium sur la table, déplacement de chaises avec les personnes qui les occupent, attouchement ressenti par les assistants.
Dans leur conclusion, les expérimentateurs susnommés établissent qu'en raison des précautions prises, aucune fraude n'était possible. De l'ensemble des phénomènes observés, disent-ils, se dégage le triomphe d'une vérité qu'on a injustement rendue impopulaire. Quelle splendeur de langage saurait égaler la valeur probante de ce style net et concis? À ces témoignages, on pourrait en ajouter des centaines d'autres, d'une valeur égale. Seront-ils nuls aux yeux de nos contradicteurs, et faudra-t-il donc recommencer les expériences à chaque exigence nouvelle? Les séances de Zappia comportent bien d'autres phénomènes plus importants encore. Le professeur C. Lombroso écrivait dans l'Arena, février 1908. Après le transport d'un objet très lourd, Zappia, dans un état de transe, me dit « Pourquoi perds-tu ton temps à ces bagatelles ? Je suis capable de te faire voir ta mère, mais il faut que tu y penses fortement.